Bonjour et bienvenue à ce premier colloque sur la gestion des déchets dans le Pacifique francophone, organisé conjointement avec les agences de l'ADEME Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Donc, ce colloque sera animé par de nombreux intervenants issus des collectivités, des entreprises, mais aussi du monde associatif. Et pendant ces 3 journées, nous aurons l'occasion de partager, d'échanger et d'avoir des retours d'expérience de problématiques communes aux 3 archipels français du Pacifique, la Polynésie française, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Cette délégation vous sera présentée dans quelques minutes, mais pour ouvrir officiellement ce colloque, je vais laisser la parole au secrétaire général adjoint du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, M. Jules Maloko. Bonjour. Monsieur le représentant du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Mesdames et Messieurs les représentants des provinces, Mesdames et Messieurs les maires et leurs représentants, Mesdames et Messieurs les représentants des délégations de Wallis et Futuna et de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants des associations environnementales, Mesdames et Messieurs les partenaires économiques, Mesdames, Messieurs, au nom du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, que je voudrais de prime abord excuser, mais que vous comprendrez parfaitement l'agenda de ce matin, c'est un honneur et un très grand plaisir pour l'État d'ouvrir un colloque d'une telle importance. Je félicite d'ailleurs les organisateurs, notamment les 2 antennes de l'ADEME en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, ainsi que les nombreux experts qui ont accepté de participer aux discussions des 3 prochains jours. Pour l'observateur profane, la question des déchets peut paraître un sujet honorable, certes, mais secondaire. Pour beaucoup, la gestion des déchets est un thème que tout consommateur est heureux de laisser à la charge de la puissance publique. Je le dirais de manière triviale, tant que les poubelles sont ramassées à l'heure, il n'y a pas lieu de s'attacher sur la question. C'est lorsqu'elle déborde trop longtemps que le citoyen prend la mesure du défi logistique, financier, économique, environnemental que peut représenter l'enjeu de la collecte et du traitement des déchets. C'est que nous avons trop souvent tendance à considérer les déchets comme un résidu voué à disparaître de nos sociétés, même si l'on ne se préoccupe pas trop du comment faire. En réalité, nos sociétés, la société mondialisée du XXIe siècle, décrite depuis 50 ans comme la société dite de consommation, est tout autant une société de production phénoménale de déchets. Car les déchets ne se limitent pas à nos pourtant si volumineux déchets domestiques. N'importe quelle activité économique est désormais un centre de production de déchets. De même, la quasi-totalité de nos produits de consommation sont appelés de plus en plus précocement à devenir des déchets. Les quantités phénoménales d'énergie aujourd'hui nécessaires au bon fonctionnement de nos sociétés, produisent eux aussi leur part de déchets, de la simple pile électrique jusqu'aux déchets nucléaires, en passant par les centrales électriques à charbon. Le déchet est donc consubstantiel à la presque totalité des activités humaines. Pour les insulaires que nous sommes, l'épineuse question des déchets n'a peut-être pas autant ce caractère abstrait qu'il peut avoir pour un continental. D'abord parce que le monde insulaire et le Pacifique est le premier des espaces insulaires, prend plus vite conscience du caractère étroit et limité de son espace de vie. Ces politiques de déchets, pour paraphraser Georges Elgozi, ne peut se réduire à un détournement des ordures sur les régions voisines, si bien résumé dans le désormais célèbre acronyme NIMBY. Ensuite, la pollution des eaux, des sols et de l'air, la dégradation des paysages et des espaces en milieu insulaire emporte des conséquences immédiates sur la vie des populations, avec des graves répercussions sur la santé humaine. Enfin, parce que la production des déchets met en péril un écosystème d'une richesse exceptionnelle, une biodiversité classée parmi les hotspots mondiaux. Le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en dépend. D'un certain point de vue, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie peuvent apparaître en retard dans la collecte et la valorisation des déchets. Pour autant, demandons-nous si les méthodes proposées, connues et validées,
Les méthodes dites standards sont-elles les plus adaptées et à même de répondre à nos besoins et à nos spécificités? Plutôt que de coller à des modèles préétablis, sans doute vos travaux feront-ils la démonstration, du moins je le souhaite, de la nécessité d'innover, de repenser les méthodes et les techniques éprouvées par ailleurs, et de proposer des méthodes mieux adaptées à la spécificité de nos milieux, de nos moyens et de nos populations. Certes, on ne part pas de rien et je ne doute pas que le résultat de vos travaux nous feront faire encore plus de progrès. Je songe ici à certaines expériences perfectibles, certes, mais qui méritent d'exister. C'est le cas du défi zéro déchet lancé en Polynésie française en octobre 2018. Je pense au mécanisme de la REP, responsabilité élargie des producteurs, pour les déchets dits réglementés mis en place par les codes de l'environnement des provinces, couplé à la mise en place de la mise sur pied d'un éco-organisme. J'ai vu qu'il y avait Tricolect dans la salle. Je citerai aussi la mise en place des solutions de financement adaptées, comme l'éco-participation ou la taxe anti-pollution. Je pense aussi à la récente initiative du gouvernement local sur la fin du plastique à usage unique en Nouvelle-Calédonie, ou les initiatives du programme Intègre, piloté par la CPS en Wallis-et-Futuna, pour une gestion intelligente des déchets, pour ne citer que cela. Il y a donc des raisons d'avoir confiance en nos capacités, et on peut aussi être précurseur dans certains domaines. Je n'aurai pas la prétention de vous l'apprendre, et par analogie à la meilleure énergie, celle qu'on ne consomme pas, le meilleur déchet est, vous le savez, celui qu'on ne produit pas. Les espoirs sont donc grands, utopistes diront certains, mais face à de tels enjeux, la prudence et la modestie dans nos ambitions s'apparenteraient à de l'irresponsabilité. Cette ambition est d'ailleurs partagée par l'État et dévoilée par la ministre des Outre-mer en avril dernier à travers l'objectif zéro déchet de la trajectoire 5.0, une nouvelle manière d'imaginer et de construire les Outre-mer. Merci encore pour votre invitation. Bravo à vous pour cette initiative, cette solidarité et ces échanges qui seront forcément bénéfiques aux uns et aux autres. Je ne retiendrai pas plus longtemps vos travaux et me contenterai de vous laisser méditer sur cette phrase de Georges Duhamel « Chaque civilisation à travers le monde et à travers l'histoire a les déchets qu'elle mérite ». Merci. Caroline Rancien, donc représentante de l'ADEME Nouvelle-Calédonie, va maintenant vous présenter la délégation de ce colloque, ainsi que l'objectif de l'événement et les grandes lignes du programme. Merci Elisabeth. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir à ce séminaire pour 3 jours d'échanges et de débats sur la gestion et le traitement des déchets, co-organisé par l'ADEME de Polynésie française et l'ADEME de Nouvelle-Calédonie. Donc, bienvenue à tous. Merci, monsieur le secrétaire général adjoint, pour cette ouverture. Et en effet, pour reprendre un peu ce qui a été dit, mais de façon très, très synthétique, en milieu insulaire, la problématique de gestion des déchets, c'est vraiment quelque chose de stratégique, de très important pour les collectivités, pour les entreprises, pour les associations. On est sur une île, donc on apporte des produits. Une partie d'entre eux vont devenir des déchets qu'on va enfouir, qu'on va stocker, qu'on va exporter, dans le meilleur des cas, valoriser. En tout cas, on y travaille. Et on a des sujets stratégiques tels que l'alimentation en eau potable pour les populations, la sécurisation de l'alimentation, pouvoir se nourrir sans mettre en danger sa santé, qui sont en jeu quand on parle de gestion et de traitement des déchets. Donc c'est très important. À l'ADEME, la gestion et le traitement, et j'irai plus loin, la prévention des déchets, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup. C'est un des socles fondateurs de nos interventions, avec l'autre sujet qui est le sujet de l'énergie. D'ailleurs, on en parlera un petit peu au fil des journées, aujourd'hui et le 3e jour. Et donc, nous cofinançons à travers le fonds déchets, qui est devenu en 2019 le fonds économie circulaire, des projets, des études, des investissements, des actions portées par l'ensemble des porteurs de projets potentiels de la société, j'ai envie de dire, les collectivités, les entreprises, les associations. Un chiffre, entre 2009 et 2017, donc sur une période de 9 ans, le fonds déchets de l'ADEME au niveau national a soutenu plus de 22 000 opérations, soit 1,8 milliard d'euros d'intervention. Si on fait le calcul en francs Pacifique, lycée par an,
ça donne un petit peu le tournis, 23 milliards de francs pacifiques par an qui sont mobilisés pour les porteurs de projets, pour des projets de gestion, traitement et prévention des déchets. En Nouvelle-Calédonie, à travers l'intervention de l'ADEME, avec les partenariats avec chacune des provinces, l'environnement est une compétence provinciale, nous avons au total quasiment 800 millions de francs pacifiques qui peuvent être mobilisés pour des projets sur la période 2017-2021, qui correspond au contrat de développement. Et quand on échangeait avec nos collègues de la Polynésie, on a aussi, il y a un petit glissement au niveau des dates, 2015-2020, 156 millions de francs pacifiques qui sont contractualisés avec le pays et 75 millions de francs avec le syndicat de gestion des déchets, le FENUAMA. Donc au total, si on fait la somme des deux, on arrive quasiment, c'est facile, 1 milliard de francs pacifiques qui seraient mobilisés sur les 5-6 prochaines années pour accompagner des projets de gestion, de traitement et de prévention des déchets. Donc j'ai envie de dire, il y a quoi faire. Alors, pourquoi l'organisation de ce premier colloque conjoint avec nos collègues de l'ADEME de Polynésie ? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, au sein des îles du Pacifique et en milieu insulaire plus généralement, on partage les mêmes problématiques, la question de l'espace qui est fini, la gestion de l'insularité, la question de rentabilité des filières, c'est aussi général, ça ne concerne peut-être pas que les déchets, et les problématiques d'export des déchets, on en parlera aussi aujourd'hui. Et puis pour la petite histoire, la raison finalement qui nous a enclenché, on va dire, qui a enclenché ce projet, c'est qu'il y a quelques mois de ça, en septembre dernier, lors de la réunion annuelle des ADEME Outre-mer, on discutait avec la collègue de Polynésie et on avait appris que nos collègues des Antilles, Martinique, Guadeloupe, organisaient un colloque conjoint sur la gestion, la prévention et l'économie circulaire qui a eu lieu en octobre dernier. Et du coup, on s'est dit, chiche, pourquoi pas nous? On fait un événement dans le Pacifique francophone. Voilà, et le projet est né comme ça. Donc ça, c'était il y a quelques mois. Depuis, il a fallu le mettre en œuvre, donc, avec une mobilisation sans faille des équipes de l'ADEME. Alors là, je vais faire un remerciement spécial à Élise, je ne sais pas où elle est, mais je ne la vois pas, et Yava, qui ont vraiment été fortement mobilisés sur l'organisation et la construction de cet événement. Et donc nous voici tous réunis pour parler pendant 3 jours de gestion, de traitement, de prévention des déchets. Et je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Je dois dire qu'on a dû fermer un petit peu parce qu'on affichait complet. Alors, quels sont les objectifs de ce colloque ? Très simplement, le colloque ambitionne de valoriser les retours d'expérience, de pouvoir partager des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, et aussi d'avoir des réponses, on va dire, sur des sujets techniques. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de sujets assez techniques. On aura la chance d'ailleurs d'avoir des interviews d'experts de l'ADEME, alors enregistrées parce que c'était un petit peu compliqué et ça coûtait un petit peu cher de les faire venir, mais on a trouvé des solutions. Et puis le but, c'est aussi, bien sûr, de créer des contacts et d'avoir justement profité des membres de cette délégation pour échanger avec nos collègues de Polynésie. Alors justement, cette délégation, je vais vous la présenter. Nous avons donc une dizaine de personnes qui sont venues de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, et je vous remercie à tous d'être venus. Je vais vous présenter d'abord les collègues de Polynésie française. Alors, nous avons Monsieur Thomas Moutam, le maire de Taputa-Puatea. Venez, je vous invite à me rejoindre, comme ça tout le monde pourra bien vous identifier. Iaorana. Nous avons également Eyava Samwit, donc chargé de mission déchets à l'ADEME de Polynésie française. Bien, Eyava. Vous pouvez les accueillir, les applaudir. Merci. Voilà. Nous avons également Sophie Escande, donc, qui est ingénieure environnement à la direction de l'ingénierie publique du Haut Commissariat de Polynésie française. Nous avons également Cyril Bachelery, qui représente l'entreprise Technival de gestion des déchets en Polynésie. Nous avons également Orama Richaud, qui représente la CCISM de Polynésie française, chambre consulaire. Voilà les membres de notre délégation de Polynésie française. Et puis maintenant, nous allons accueillir les membres de la délégation de Wallis-et-Futuna, avec tout d'abord Tui Matautu, André Vai Tautai, Malote Maoli, qui est président de la commission environnement à l'Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et également chef coutumier.
Nous accueillons également Ateliana Maougateaou, qui est la chef adjointe du service de l'environnement de Wallis-et-Futuna. Son collègue Didier Labrousse, qui est représentant du service environnement sur l'île de Futuna. Eva Pelletier, qui représente l'association environnementale Maria Poli de Wallis-et-Futuna. Et Joanne Malaou, qui représente la chambre consulaire, la CCIMA de Wallis-et-Futuna. Alors, nous avons également une personne non francophone, Mabella Guinto, qui représente le PROE. Mabella. Donc, Mabella travaille sur les déchets au PROE, donc basée, tu habites en Nouvelle-Zélande, and you live in Samoa? Yeah. Yes. J'en profite pour remercier chaleureusement les services du gouvernement de Nouvelle-Calédonie qui vont se relayer pendant les 3 jours pour effectuer les différents exercices de traduction pour Mabella. Mabella. Et puis, on remonte encore au niveau de la distance. La dernière personne que j'ai souhaité vous présenter, c'est Anne-Sophie Langevin, du cabinet Langevin et Associés, qui vient de Métropole de Paris. Vous pouvez aussi l'accueillir. Voilà. Anne-Sophie Langevin, c'est Madame Prévention Déchets. Donc, c'est l'expert de la prévention des déchets et c'est elle qui animera l'après-midi du jour 3, donc jeudi après-midi, tous les ateliers pour préparer la prochaine semaine européenne de réduction des déchets qui aura lieu du 16 au 24 novembre. Merci Anne-Sophie. Donc, je vous en prie, merci de les accueillir une dernière fois. Pendant tous ces trois jours, nous aurons l'occasion justement de privilégier les différents témoignages des interventions de la délégation, avec aussi bien sûr beaucoup d'acteurs calédoniens, puisque l'essentiel du public dans la salle aujourd'hui est calédonien. En tout cas, voilà, vous les avez visualisés et n'hésitez pas à revenir vers eux pour échanger au cours de ces 3 journées. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez retourner à vos places. Merci beaucoup. Alors, j'avais un mot rapide sur le programme, sans entrer trop dans le détail. Le programme que vous avez reçu lors de la confirmation de votre inscription, on a essayé de faire un événement avec pas trop de déchets, donc de façon volontaire, nous n'avons pas imprimé les différents programmes. Donc je vais vous redire, mais le programme sera affiché en format A3 quelque part pour vous rappeler les horaires. Aujourd'hui, nous allons essentiellement du coup faire un état des lieux sur la gestion des déchets, avec une alternance de présentation, avec des intervenants des différents territoires. Nous visualiserons également une interview d'un expert de l'ADEME au siège donc, à Angers, ce qui nous parlera de valorisation énergétique des déchets. Et puis des temps d'échange, bien sûr, avec le public, pour vous permettre d'intervenir, de poser des questions, bref, d'avoir toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Demain, donc, ce sera une journée centrée sur la question des déchets plastiques. On ne pouvait pas faire l'impasse sur cette question-là, qui est à la fois une question locale, régionale et j'ai même envie de dire mondiale. Donc on aura des présentations, des tables rondes sur cette question des déchets plastiques. Et puis pour ceux qui se sont inscrits, l'après-midi, demain, il y aura des visites prévues au Mont d'Or, donc centre de tri, une entreprise qui recycle des déchets plastiques EcoPavement et la déchetterie de la Coulée. Merci aux collègues du Mont d'Or pour le coup de main pour l'organisation de cette séquence. Et le jour 3, donc, nous aurons un focus sur la question des biodéchets, avec des témoignages très intéressants, je pense notamment à la commune de Tapu-Tapu-Atea, et des tables rondes sur le compostage industriel, comment mettre en œuvre une filière industrielle de compostage. La valorisation énergétique des biodéchets, ce sera également l'autre table ronde. Et puis l'après-midi, donc, nous aurons le séminaire de préparation à la Semaine européenne de réduction des déchets, animé par Anne-Sophie, qui nous donneront un peu des idées, qui nous feront phosphorer pour qu'on puisse proposer des nouvelles actions en novembre. Donc, sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Je laisse la parole à Elisabeth Opla qui va nous accompagner pendant ces 3 jours. Et je vous remercie encore une fois d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci. Merci Caroline. Alors, je vous précise également que la pause déjeuner, parce que c'est important, vous aurez besoin de reprendre des forces, donc se fera de 12h30 à 13h30 aujourd'hui.
De l'autre côté de la piscine, au restaurant, hein, ce sera un buffet. Voilà, vous aurez juste à traverser le deck qui entoure la piscine. Vous aurez bien sûr une pause en milieu de matinée et une pause en milieu d'après-midi, prendre un petit café, et puis surtout pour échanger, faire connaissance entre vous. Donc, comme me le disait Caroline, cette première journée est consacrée à l'état des lieux sur la gestion des déchets. Mais avant de vous présenter cet état des lieux sur nos archipels français, nous vous proposons un regard plus large sur l'ensemble du Pacifique insulaire. En 2015, des avancées historiques ont été réalisées pour concrétiser une vision commune d'un Pacifique plus propre à l'horizon 2025. Au total, 15 États et territoires océaniens se sont associés pour écrire une stratégie régionale pour une gestion intégrée des déchets et la lutte contre la pollution dans le Pacifique. Cette stratégie régionale va vous être présentée conjointement par Anne-Claire Goirand du service de la coopération régionale au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et par Rose Ali Ben Ali du cluster ACOTRAD. Donc je demande à Anne-Claire de nous rejoindre. Bonjour, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Je suis désolée, je suis un petit peu malade, donc ma voix ne va pas être très agréable, mais on va essayer de faire passer les messages quand même. Donc je m'appelle Anne-Claire Goirand, je travaille au service de la coopération régionale du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et donc avec ma collègue Rose, on va vous présenter la stratégie régionale qui a été élaborée par le PROE. Alors pourquoi c'est le service de la coopération qui vous présente ce travail? C'est parce qu'en fait on est le point focal du PROE, qui est donc l'organisation régionale en charge de l'environnement. Et à ce titre-là, on s'occupe de la coordination au niveau de la Nouvelle-Calédonie des activités menées par le PROE. Donc très rapidement, en fait, le PROE, donc c'est le Programme régional océanien de l'environnement. Donc il a été créé en 1995. C'est issu d'une réelle volonté politique des États et territoires de la région de créer une entité qui soit en charge uniquement des aspects environnementaux. Donc son siège se situe à Apia, au Samoa, et il y a à peu près 100 salariés. Le plan stratégique du PROE s'articule autour de quatre domaines. Donc le changement climatique et la gestion côtière intégrée, la diversité biologique, la gestion des déchets et la lutte contre les pollutions, et la surveillance et la gouvernance environnementale. Donc la Nouvelle-Calédonie est effectivement membre à part entière du PROE. Donc à ce titre-là, elle participe à l'élaboration des stratégies. Après, comme on va le voir, dans le Pacifique, il y a plusieurs statuts différents des États et territoires qui font qu'en fait, notamment l'accès au financement n'est pas toujours le même pour les différentes îles du Pacifique. Donc la région concernée, donc, on est dans une région où se situent 21 pays et territoires insulaires, et le PROE est également constitué de 5 pays développés qui ont des intérêts régionaux directs. C'est les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont plus des bailleurs que des pays qui reçoivent des services du PROE. Donc comme on le voit assez facilement sur cette carte, ce qui nous lie, c'est l'océan. Et d'ailleurs, la secrétaire générale du Forum des îles du Pacifique, qui est l'entité politique, préfère utiliser le terme grand pays océanique que petits États insulaires en développement, ce que je trouve assez juste. Et donc ces pays partagent des caractéristiques communes. La première, c'est bien sûr l'insularité, mais c'est également souvent des pays qui sont très faiblement peuplés. On a par exemple l'île de Niue, où il y a 1200 habitants, l'île de Nauru, où il y a 5000 habitants. Donc on comprend vite en fait les caractéristiques communes en termes de développement économique, mais également en termes de gestion des déchets. Alors, cependant, ce qui nous distingue, c'est effectivement des niveaux de vie très différents, des statuts juridiques très différents et des niveaux de développement également très différents, ce qui justifie, comme on va le voir après, le développement de certaines actions de coopération. Donc la stratégie régionale Pacifique propre 2025, donc c'est une stratégie qui a été élaborée par le PROE en lien avec l'Union européenne et la JICA, donc qui est l'organisme de coopération japonais.
Et c'est une stratégie en fait globale, de long terme, qui porte sur la gestion durable des déchets, mais également le contrôle et la prévention de la pollution, de manière intégrée dans les îles du Pacifique. Donc, elle a été réalisée en partenariat avec les 21 pays et territoires du Pacifique, et elle s'est élaborée de manière participative lors de 4 ateliers en 2015. Les domaines prioritaires qui sont ciblés par cette stratégie sont bien sûr les déchets municipaux solides, également les déchets électriques et électroniques, les déchets médicaux, les produits chimiques, les huiles usagées, les déchets en mer, la pollution des navires, mais également des déchets issus des catastrophes écologiques, ainsi que les déchets liquides. Donc cette stratégie, elle est articulée depuis une vision globale souhaitée par les pays et territoires du Pacifique, en allant jusqu'à un plan de mise en œuvre d'actions concrètes. Donc rapidement, donc, la vision qui est souhaitée par les pays et territoires du Pacifique, c'est tout simplement un environnement océanien plus propre, avec une mission qui est donc de mettre en œuvre des solutions pratiques et durables pour la prévention et la gestion des déchets et de la pollution dans le Pacifique. Alors, dans la précédente diapo, on parlait également des principes directeurs qui ne sont pas exposés sur cette diapositive-là. Ces principes directeurs, en fait, c'est vraiment d'adopter des approches transsectorielles, que cette stratégie s'inscrive également dans le respect des conventions internationales et régionales, avec un souci de transparence, une approche proactive de manière à impliquer les habitants de toutes ces îles du Pacifique, en essayant de décliner le principe pollueur-payeur et également en essayant de développer le principe de proximité, ce qui n'est pas très simple quand on voit la carte des îles du Pacifique. Donc, les 4 objectifs stratégiques qui ont été adoptés sont les suivants. Donc, le premier, c'est en effet d'empêcher la génération de déchets, de lutter contre la pollution. Tout le monde sait aujourd'hui que la prévention de la génération de déchets, c'est le meilleur moyen d'éliminer les risques, et ça limite également le coût de la gestion des déchets. Le deuxième objectif stratégique, c'est de pouvoir récupérer, comme ça l'a été rappelé en introduction, les ressources qui émanent de ces déchets. Donc la valorisation des déchets, que ce soit le compostage, la valorisation énergétique, ça réduit en fait les déchets résiduels et ça contribue au développement économique et social. Le troisième objectif, c'est l'optimisation de la gestion des déchets résiduels. Donc quand on a limité et quand on a valorisé, il y a effectivement des déchets qui nécessitent un certain stockage. Et l'optimisation de la gestion de ces déchets, notamment vis-à-vis des risques pour la santé, est un objectif important. Et on le verra, et ça c'est particulièrement important, Rose vous le rappellera également, le suivi de l'environnement récepteur, ce qui veut dire qu'il faut avoir mis en place un certain nombre de données qu'on a pu récupérer, qui sont robustes, et des indicateurs qui permettent de voir si la gestion est efficace ou non. Donc, cette stratégie a également développé dans la suite de sa déclinaison des actions stratégiques qui sont organisées par grands thèmes. Donc le premier, c'est le renforcement des capacités institutionnelles. Donc la première action, ce n'est pas du tout un hasard, qui consiste en fait à la collecte et à la gestion régulière de ces données. On ne peut pas gérer quelque chose dont on ne connaît pas ni les flux, ni les stocks, ni la dangerosité. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et alors encore en Calédonie, il y a une grande île, on a des moyens, on a des routes, on a des moyens de communication, c'est relativement plus facile. Les îles Salomon, il y a 50 îles, il n'y a pas de moyens de communication. Donc là, on est dans des situations où la collecte et la robustesse des données va être un problème beaucoup plus complexe. La deuxième action stratégique, c'est pas tout d'adopter une stratégie, d'adopter des politiques publiques, mais il faut bien évidemment les développer et les appliquer
pour renforcer les dispositions institutionnelles. Donc ça veut dire qu'il faut soutenir effectivement les bonnes pratiques de gestion et accompagner le secteur privé et les habitants dans la mise en œuvre de ces pratiques. Le deuxième grand axe de ces actions stratégiques, c'est la promotion des partenariats entre le secteur public et le secteur privé. Donc le renforcement en fait, des actions entre le secteur public et le secteur privé est vraiment important si on veut réellement développer une activité économique rentable qui répond aux besoins des politiques publiques. Le gros des actions stratégiques qui a été développé tourne bien sûr autour de la mise en œuvre des meilleures pratiques durables des gestions de déchets, substances chimiques et polluants. Donc la première, c'est effectivement de mettre en œuvre des pratiques, les meilleures pratiques en matière de santé et de sécurité au travail. Ça veut dire qu'il va falloir décliner par exemple des actions de sensibilisation aux impacts, notamment dans le secteur privé, des polluants organiques persistants non intentionnels. Ça veut dire également qu'il faut mettre en œuvre des programmes de réduction et de prévention de gestion de ces déchets. Donc ça va être par exemple toutes les actions qui émergent actuellement autour de l'interdiction de l'usage des sacs en plastique, du polystyrène, des pneumatiques. Ce qui est important de voir aussi, c'est que ces programmes de réduction et de prévention des déchets sont des stratégies qui s'avèrent rentables sur le court et moyen terme d'atténuation du changement climatique, puisqu'en fait on va avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc en gérant bien ces déchets, on participe également à la lutte contre le changement climatique. L'action suivante, donc, c'est le programme de récupération des ressources. Donc ça va être des programmes de valorisation de ces ressources en partenariat bien sûr avec le secteur privé. Et ça veut dire qu'il faut prévoir des activités de recyclage, notamment des déchets organiques, et de manière à limiter l'incinération, qui est un problème très important dans les pays du Pacifique. La septième action, c'est bien sûr l'assainissement des sites qui sont contaminés, puisqu'en fait la mauvaise gestion des déchets passe souvent par en fait le stockage de déchets, tous déchets confondus dans des sites qui ne sont absolument pas gérés et donc qui vont créer des contaminations qui ont des impacts importants sur la santé. La huitième action, donc, c'est tout ce qui est l'extension des services de collecte payés par les usagers. Le fait de pouvoir développer des services de collecte qui sont payants permet de récupérer un maximum de déchets et ensuite de pouvoir les gérer. Ça participe également à la collecte des données. L'amélioration des infrastructures de gestion des déchets, c'est également un point important, de manière à s'assurer sur le long terme que les déchets, et notamment les implications pour la santé, vont être importantes. Le suivi environnemental, donc c'est effectivement avoir défini des indicateurs et donc avoir les données pour être sûr que la gestion des déchets répond bien aux principes que l'on s'était fixés. Ensuite, le développement des capacités humaines. Vous imaginez que sur des îles, les îles Cook, il y a 17 000 habitants, on va avoir quand même des compétences relativement limitées. Donc la formation des acteurs locaux aux meilleures pratiques est une action importante. Et c'est pour cette raison que le PROE va notamment développer avec les universités, notamment l'Université du Pacifique Sud qui est basée à Fidji, mais ça pourrait être développé de manière aussi en coopération avec les universités de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française pour former des acteurs qui sont compétents dans le domaine de la gestion des déchets. Donc les 4 dernières actions qui sont prévues par ce plan stratégique, c'est également l'amélioration du partage des résultats et des expériences. Donc, toutes ces actions qu'on va mettre en œuvre produisent un certain nombre de résultats sur lesquels on peut s'appuyer pour modifier les comportements et en utilisant toute la gamme des outils médiatiques, notamment tout ce qui est les médias sociaux,
pour mettre en valeur les bonnes pratiques et souligner les problèmes liés aux mauvaises pratiques. Le dernier groupe d'action concerne tout ce qui est la promotion de la coopération. Donc effectivement, le PROE, on en parlera juste après, a mis en place une table ronde pour le Pacifique propre qui a lieu tous les 2 ans et qui est organisée donc par le PROE en relation avec les États et territoires du Pacifique. L'idée, c'est un petit peu comme aujourd'hui, mais à l'échelle du Pacifique, de pouvoir partager, échanger sur ces sujets. La deuxième action, c'est donc le renforcement de la coopération et la coordination en matière de gestion de la pollution et des déchets. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas juste discuter entre praticiens des politiques publiques. Il va falloir aussi aller à la rencontre du secteur agricole, par exemple, pour mieux utiliser, mieux recycler les déchets organiques, les produits phytosanitaires, avec toutes les entités en charge de la réduction des risques de catastrophes, par exemple la sécurité civile. Ça peut être aussi de discuter avec les personnes en charge du changement climatique pour savoir comment la gestion des déchets participe à la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est également travailler en lien avec les associations de conservation, puisqu'on sait qu'en fait l'implication citoyenne est vraiment un facteur de réussite de la gestion des déchets. Et donc il ne faut pas sous-estimer le rôle de la société civile dans la réussite de ces stratégies de gestion des déchets. Donc cette stratégie, comme je vous l'ai dit, elle couvre la période 2016-2025. Et donc le PROE, pour aller encore plus en détail, au-delà des actions, a développé un plan de mise en œuvre de cette stratégie. Donc ce plan de mise en œuvre de cette stratégie, en fait, est un plan qui couvre une période qui va de 2016 à 2019. Et il a été élaboré en consultation avec les États et territoires insulaires. Et donc l'idée, c'est en fait de décliner des activités pratiques, mais surtout de dire qui est responsable de cette action, quels sont les partenaires potentiels et quel est le calendrier que l'on souhaite voir pour décliner cette action. Et ensuite, comment on va mesurer si cette activité a été réussie ou pas réussie. Donc, par exemple, je vous ai mis un extrait de ce plan de mise en œuvre. Ces 2 documents, que ce soit la stratégie ou le plan de mise en œuvre, on pourra bien sûr vous les transmettre. Ça peut être, par exemple, pour le sujet 4, qui est lié aux pratiques durables. On voit bien que le PROE, par exemple, peut travailler au niveau régional sur l'élaboration des directives. Ça va être une responsabilité du PROE. Et ensuite, les ministères ou les entités politiques en charge dans les pays des politiques publiques vont être en charge du respect de l'utilisation de ces équipements. Donc je vais laisser la parole à ma collègue Rose qui a participé justement à cette table ronde. Merci. Bonjour à tous. Donc, juste pour me présenter, Rosalie Ben Ali, vice-présidente de l'association ACOTRADE, qui est l'association des collecteurs et traiteurs des déchets en Calédonie. Donc nous avons eu l'honneur de participer à cette table ronde avec l'ADEME aussi. Donc nous étions la délégation calédonienne. Bon, la première table ronde, elle a eu lieu en juillet 2016. La Calédonie n'a pas participé, malheureusement. La deuxième table ronde, elle a eu lieu l'année dernière, en août 2018, et donc nous avions une petite délégation calédonienne. Le but, c'était de mesurer les progrès déjà de la stratégie Clean Pacific 2015-2025, c'est de voir par rapport à 2016 quelles étaient les évolutions. Créer des groupes techniques pour traiter des priorités, c'est-à-dire on a mis en place à la fin de la table ronde plusieurs groupes techniques avec différents représentants de chaque île. Le but, c'est d'échanger les bonnes pratiques, voir ce qui est fait et partager pour pouvoir propager ces bonnes techniques dans toutes les îles. Donc les différents thèmes, c'est la pollution marine, les déchets dangereux, le recyclage, les déchets de catastrophes naturelles, l'écotourisme,
Les bases de données, on en parlait, Anne-Claire en parlait tout à l'heure, c'est vraiment une base dans le déchet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en place des filières ou savoir comment les traiter si à la base on ne sait pas combien il y a de déchets, les caractéristiques de ces déchets. Donc c'était vraiment un sujet déjà de départ, c'est les bases de données qui sont importantes. Et aussi les compétences dans les différentes îles. Nous, la Calédonie, comme on était 3, on est dans les déchets dangereux, le recyclage et les déchets de catastrophes naturelles. Donc, on a déjà commencé à travailler sur place, en groupe, et maintenant on travaille par email. Bon, c'est un peu, tout le monde est dans ses activités, etc., mais on essaye quand même d'avancer. Partager les résultats des projets en cours dans chaque île. Et important, coordonner les mécanismes des bailleurs pour optimiser les investissements dans le secteur. Okay. Donc voilà en image la délégation calédonienne. Donc c'était vraiment intéressant, même hors des tables rondes, on avait des échanges très intéressants sur les bonnes pratiques, quoi. Là. Alors, on a mis en avant juste deux sujets. La gestion des déchets de catastrophes naturelles. Le but, c'est de mettre en place une méthode pour évaluer les dégâts et les types de déchets. Pourquoi ? Pour promouvoir une organisation déjà en amont. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a la catastrophe naturelle, il n'y aurait plus qu'à appuyer sur le bouton. Toutes les organisations, sécurité civile, collectivité, parce que tout le monde est concerné quand il y a une catastrophe naturelle, sauf qu'il n'y a pas d'organisation déjà prévue. Donc le but, ça serait de mettre en place, avec les collectivités publiques, les privés, tous ceux qui interviennent pour gérer les déchets, et donc prévoir une organisation, séparer les déchets, savoir où est-ce qu'on va stocker, qui va intervenir, et que ça soit prêt, bien sûr, en avant. Donc, juste pour l'organisation des groupes de travail, il y a toujours un président et un secrétaire pour animer et pour faire le point. Donc, les méthodes, c'est on rassemble toutes les données, on partage et on fait des propositions ensuite. Et on a eu une intervention très intéressante du Japon, qui a déjà son plan de gestion. Donc, en amont, donc, ils ont déjà organisé qui va intervenir, où ils vont stocker les déchets, comment ils vont les évacuer, l'identification des exutoires, l'organisation et bien sûr le principe des 3 R, réutiliser, recycler et réduire, pardon. Enfin réduire, oui. Donc le Japon a déjà mis en place ce plan de gestion et chaque année, comme ils sont soumis quand même beaucoup aux catastrophes naturelles, les pauvres, du coup, chaque année et après chaque catastrophe naturelle, ce qui est important de faire aussi, c'est le point. C'est-à-dire comment ça s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour pouvoir remanier le plan et l'ajuster à chaque fois. Les déchets dangereux des îles du Pacifique, donc c'était un autre groupe de travail. Les principaux flux qui sont concernés, donc c'est les produits chimiques, les poisons et les drogues, les déchets médicaux, donc les pesticides, les explosifs aussi, et les déchets huileux et l'amiante. Le contexte dans les îles, c'est on importe toutes les matières premières, on n'a pas beaucoup de production locale à l'export, du coup les exportations de déchets dangereux c'est contraignant et ils ne sont pas facilités. Donc ensuite, il y a certains pays qui ont déjà mis en place à faire attention à ce qu'ils importent. Quand c'est possible d'importer autre chose qui peut se traiter plus facilement, ils le font. C'est pas encore à tous les pays, mais c'est un bon moyen déjà si on peut éviter d'importer une matière et qu'on peut la remplacer par une autre qui est mieux traitable et mieux recyclable, c'est bien de le faire. Ensuite, sur la partie formation, donc il y a une création d'un cursus universitaire, des manuels établissant les meilleures pratiques, les formations bien sûr aux meilleures pratiques, et suite à ça, il y a eu des plans d'action qui ont été mis en place et 450 personnes qui ont été formées sur le sujet, donc de différents secteurs, privés, publics, l'éducation, les douaniers, c'est super important que les douaniers soient formés pour justement connaître la nomenclature et le déchet.
Parce que si on met en place une vigilance à l'entrée, il faut bien que les douaniers soient formés. L'étude technico-économique sur la gestion et les mouvements des déchets dangereux, le programme intègre à la CPS, qui a permis d'ailleurs l'évacuation récemment du stock d'huile usagée et de batteries de Wallis et Futuna. Donc la déclaration finale, on a rappelé les engagements internationaux et régionaux. Donc tous les dirigeants s'engagent à lutter contre la pollution plastique et marine, valoriser les déchets verts, développer le recyclage, gérer les déchets dangereux et chimiques sur un plan régional, promouvoir le tourisme durable, mettre en place des meilleures pratiques de gestion des déchets solides, encourager les partenariats privés-publics, voir les lacunes et renforcer les coopérations pour financer les priorités, encourager la formation bien sûr, le suivi, évaluation et la comparaison sud-sud, développer, on en parlait, des bases de données, des programmes de recherche régionaux et organiser la gestion des catastrophes naturelles. Donc coordonner une réponse régionale parce qu'on peut aussi s'entraider pendant les catastrophes naturelles, enfin après surtout. Soutenir l'accord de Paris et ratifier les accords internationaux. Le plan d'action a été adopté pour la gestion des déchets marins dans le Pacifique également. Donc en conclusion, on a fait ressortir plusieurs pistes de collaboration pour la Calédonie dans la région. Donc déjà, principal, la mise à jour des bases de données pour les documents publiés. On peut répondre à des appels d'offres avec l'expertise calédonienne. On peut aussi amener notre connaissance, c'est-à-dire de par la formation, et développer des relations bilatérales. À Niue, par exemple, il y a eu un programme de lutte contre les végétaux envahissants avec des produits peu toxiques. Donc là, ça se passe à Niue, mais si ça fonctionne, etc., on peut partager la connaissance avec le reste du Pacifique. À Samoa, exploitation des données liées aux journées internationales du nettoyage et du littoral. Donc toutes ces actions qui se passent dans différentes îles, le but, vous avez compris, c'est de le partager. Si c'est des bons retours d'expérience, il faut le partager parce que, comme on disait tout à l'heure, on est tous en milieu insulaire et on a tous les mêmes problématiques avec les déchets. Et enfin, on a aussi proposé d'organiser la prochaine table ronde en 2020 en Calédonie. Et donc, on a été sélectionné. Donc, voilà, je profite pour vous informer que la prochaine table ronde aura lieu ici. Voilà. Merci beaucoup. Alors, peut-être juste une question, Anne-Claire. Il y a un sujet qui n'a pas été abordé au cours de cette présentation, c'est l'aspect réglementaire. Est-ce qu'il y a des freins réglementaires pour nos territoires ? Oui. Donc, effectivement, on a parlé du respect des conventions internationales et régionales. Le nombre de conventions liées à la gestion des déchets au niveau international et régional est absolument faramineux. Et du coup, ce n'est pas forcément toujours très simple de savoir dans quel cadre on peut échanger des déchets. Le sujet sur lequel ça pose le plus de problèmes, ce sont les déchets dangereux qui sont extrêmement encadrés. Donc il y a effectivement une convention qui s'appelle la Convention de Bâle et une autre convention qui s'appelle la Convention de Waigani. Et en fait, certains pays et territoires du Pacifique ont ratifié la Convention de Bâle, certains n'ont ratifié que la Convention de Waigani. Et donc, ceux qui n'ont pas ratifié les mêmes conventions ne peuvent pas échanger de déchets dangereux. C'est-à-dire que, par exemple, si Fidji a des huiles usagées contaminées et qui veut les envoyer pour les faire brûler à la SLN, ce qui pourrait être possible, ce qui pourrait être rationnel dans le cadre de l'usage, par exemple, de bateaux qui sont vides et qui peuvent ramener ça, ça ne va pas être possible parce qu'on n'a pas ratifié les mêmes conventions. Donc le programme Intègre, qui est financé par l'Union européenne, avait travaillé justement sur un inventaire de qui avait ratifié quoi dans la région pour essayer d'abord de pousser les pays à ratifier les conventions, les trous, boucher les trous pour qu'on puisse mieux travailler ensemble, mais également à trouver des moyens pour que les pays qui ont ratifié les mêmes conventions dans un premier temps puissent travailler ensemble.
Mais c'est sûr que cette histoire de réglementation est importante. Je sais pas si toi, enfin, Rose, c'est la praticienne, donc elle peut vous donner son avis sur le quotidien. Tu as tout dit, c'est-à-dire que la base, c'est quand même la réglementation. On a beau en parler, faire colloque. Après, le réglementaire, c'est le gros frein. Et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé pendant la table ronde. On y invite bien sûr les collectivités des îles aussi pour qu'ils nous entendent, quoi. Qu'il faut essayer pour travailler ensemble, il va falloir qu'à un moment, les réglementations, elles se lissent aussi. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Merci. Alors, nous avions prévu un petit temps d'échange avec vous et nos intervenants, mais comme vous avez pu le constater, on a démarré un petit peu en retard ce matin et on voudrait terminer à l'heure. Donc je vous invite à poser vos questions à Anne-Claire, à Rose, mais aussi à Mabella Guinto au moment de la pause que nous avons légèrement décalée. Voilà, elles se tiendront à votre disposition. Alors nous allons maintenant faire un focus sur le Pacifique francophone en faisant un état des lieux des déchets, donc prévention, collecte et traitement dans nos archipels respectifs. Et donc j'invite la Polynésie française à commencer avec Sophie Escande, donc, qui est ingénieure environnement à la direction ingénierie publique du Haut Commissariat de la Polynésie française, qui sera accompagnée de Eyava Samouit de l'ADEME Polynésie française et de Thomas Moutane, qui est le maire de la commune de Taputapuatea. Voilà, c'est à vous. Alors, je vous laisse. Vous avez le petit. Je vais vous mettre ça. Ouais, il tient pas bien. Mais normalement, il l'a mis. Voilà. Bonjour à tous. Nous allons commencer par vous présenter le contexte des déchets en Polynésie française, puis faire un état des lieux global sur la gestion des déchets. Ensuite, nous verrons qu'il y a un contraste entre la gestion des déchets au sein de la Polynésie française. Donc, pour ce qui est du contexte, la Polynésie française a connu une forte augmentation de sa quantité de déchets ces 40 dernières années. Rien qu'au sein des îles du Vent, donc les îles principales qui concentrent plus la majorité de la population, ce sont 60 000 tonnes de déchets qui sont traités par an. Donc cette augmentation est liée à la quantité de déchets, à l'augmentation de la population, mais aussi à l'évolution des modes de consommation. Donc la gestion des déchets, comme on le disait tout à l'heure, est donc un enjeu environnemental de taille, surtout dans un contexte insulaire comme le nôtre. Et en Polynésie française, donc, il y a plusieurs contraintes géographiques. Il faut savoir que c'est un vaste territoire. La ZEE de Polynésie française équivaut à la surface de l'Europe. C'est un territoire isolé, avec une forte dispersion des îles. Il y a un contraste également entre les îles hautes volcaniques et les îles basses coralliennes. Donc, ce sont 118 îles, 118 îles, dont 76 habitées, qui sont réparties en 4 archipels. Toutes ces contraintes géographiques complexifient donc la gestion des déchets, du fait notamment de faibles surfaces disponibles et du transport inter-îles qui est compliqué et onéreux. Et enfin, il faut savoir que la gestion au sein même de la Polynésie française diffère. Dans les îles du Vent, c'est-à-dire Tahiti et Moorea, la gestion est plutôt bien organisée par rapport aux autres îles des autres archipels. Donc, en termes de réglementation, la Polynésie française détient un statut d'autonomie, ce qui confère donc au pays la compétence de traitement des déchets ménagers spéciaux, aux communes la collecte et le traitement des ordures ménagers ainsi que des déchets végétaux, et enfin les professionnels ont l'obligation de trouver des filières réglementées pour leurs déchets. Pour ce qui est des réflexions qui ont été menées par le pays, en vue de l'amélioration de la gestion des déchets. Donc, il y a eu de nombreuses études qui ont été menées par la direction de l'environnement en cofinancement avec l'ADEME. Pour vous donner quelques exemples, il y a eu des études sur la filière REP, responsabilité élargie des producteurs, sur le recensement des décharges et aussi des études sur les déchets dangereux, etc. Et donc, toutes ces études constituent des briques à l'élaboration d'un schéma territorial de gestion des déchets
qui est actuellement en cours de réalisation. C'est un schéma qui est très attendu par les acteurs polynésiens, car il permettra de donner un contexte, un cadre réglementaire. Donc, pour vous donner une vision globale, on a encore largement recours à l'enfouissement donc en Polynésie. Certains déchets sont exportés et enfin, une minorité des déchets sont valorisés. Donc, sont enfouies les ordures ménagères non recyclées. Sur la Polynésie, il y a 6 centres d'enfouissement technique. Ce chiffre peut paraître assez faible, cependant, on constate que plus de 2/3 de la production des déchets est traitée de manière réglementée. Sont enfouis aussi les déchets inertes, tandis que les déchets recyclables sont exportés. Il n'y a pas de valorisation locale à l'heure actuelle. Ensuite, les déchets dangereux ainsi que les D3E sont également exportés. Donc, les 2 seules filières de valorisation concernent la filière biodéchets et le verre. Donc, comme vous pouvez le constater, les pistes d'amélioration sont bien sûr la réduction des déchets à enfouir, tout en développant donc, des filières de valorisation locale. Donc, comme je vous le disais en introduction, il y a un fort contraste entre les îles du Vent, Tahiti et Moorea, qui concentrent la majorité de la population, et les autres îles éloignées. Et ceci s'explique par de nombreuses contraintes donc dans les îles éloignées, notamment des contraintes géomorphologiques, un niveau de développement moins élevé, des moyens techniques et financiers qui sont relativement faibles. Cependant, donc, dans les îles de Tahiti et Moorea, la gestion est bien organisée et l'enjeu est beaucoup plus fort dans cette zone-là, puisque la quantité de déchets est beaucoup plus importante. Donc, je vais vous présenter le contexte dans les îles du Vent. Donc, les communes de Tahiti et Moorea ont transféré la compétence de traitement des déchets ménagers à un syndicat intercommunal qui se nomme Finwama. Et grâce à cette mutualisation des moyens, la gestion y est plutôt bien organisée. La collecte donc, se fait de manière séparative, sont mis à disposition des ménages, donc 2 bacs, le bac gris et qui accueille les déchets destinés à l'enfouissement, et le bac vert, donc les déchets qui seront exportés en vue d'un recyclage. Et donc, en ce qui concerne le traitement des déchets, ce syndicat traite à la fois les déchets des ménages, mais accepte également les déchets des entreprises. Donc, il y a un centre d'enfouissement qui se nomme Peihoro et qui accueille 60 000 tonnes de déchets par an. Et la bonne nouvelle, c'est que les ordures ménagères connaissent une baisse ces dernières années, tandis que les déchets recyclables et le verre sont à la hausse. Donc, ce sont donc 18% de déchets qui sont détournés de l'enfouissement. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la Polynésie. Et c'est principalement lié à des efforts de tri de la population, avec une forte sensibilisation donc, du syndicat, soutenue par les actions de l'ADEME. Donc, je vais passer maintenant la parole à Sophie, qui vous présentera le contexte dans les îles éloignées. Merci. Donc moi, je vais vous parler d'un contexte, d'un cadre qui est complètement différent, celui des archipels, des îles éloignées, donc des îles où il y a des petites populations, des populations qui pour les plus grandes sont de 2000 habitants, mais on est plutôt de l'ordre de la centaine d'habitants, sur des communes qui sont des fois réparties sur plusieurs territoires, mais on va revoir. Donc les pratiques qu'on y constate, c'est surtout de l'enfouissement des déchets résiduels, mais qui sont surtout des déchets inertes. Donc l'enfouissement, c'est une gestion individuelle, de proximité. Chacun fait un trou dans son jardin. Au mieux, au pire, je ne sais pas, on ne sait plus, les déchets ils sont brûlés. Parfois, il y a un petit peu plus d'organisation. On a une gestion collective, familiale, dans un trou qui est éloigné des habitations, ou sinon communal, où il y a une mise en place d'une collecte vers un trou
ou parfois les communes aussi brûlent leurs déchets. À savoir que là, on parle de déchets, on va dire, résiduels. Il y a un début de mise en place du tri, à savoir qu'il y a comme une forte démarche de collecte des déchets ménagers spéciaux par le pays qui récupère les huiles de vidange, les piles, les batteries. Donc pour ces communes-là, toutes ces îles, la plupart commencent à récupérer ces déchets qui sont toxiques. Donc c'est quand même déjà un bel effort. Le recyclage, certaines communes commencent à mettre en place la collecte des canettes aluminium, des conserves par voie, suivant les pratiques un petit peu culturelles, ça dépend des populations, et parfois des bouteilles en plastique. C'est très très variable suivant les communes, puisqu'on n'a pas encore de stratégie générale à l'échelle de la Polynésie. Alors, la difficulté dans les îles, en fait, c'est qu'on a l'insularité. Déjà en Polynésie par rapport au reste du monde, mais aussi les îles par rapport à Tahiti qui regroupent les centres de préparation à l'export vers les filières de traitement et de recyclage. Donc le problème de cette insularité, c'est que dans les îles, on est loin pour les technologies, on ne peut pas récupérer des pièces ou avoir une intervention d'un spécialiste rapidement, puisque certaines îles n'ont pas d'aéroport, ne sont pas accessibles en bateau ou en hélicoptère tout de suite. Donc, suivant les situations, on ne peut pas envisager des technologies sophistiquées ou une intervention d'un spécialiste. Il faut donc être dans un raisonnement de rusticité et de développement durable, d'être vraiment dans quelque chose de simple et pérenne. La difficulté aussi pour faire des suivis, des analyses du milieu. Parfois, on ne peut pas faire des prélèvements et envoyer les échantillons en temps voulu vers les laboratoires qui renverront après vers les filières néo-zélandaises ou françaises. On ne peut pas avoir les données de base facilement. La difficulté aussi liée à l'insularité et à l'isolement, c'est déjà même la logistique des déchets. Pour les déchets, même propres à l'île elle-même, certaines îles hautes comme aux Marquises, les villages ne sont même pas facilement reliés par voie terrestre. Les routes sont dangereuses, périlleuses, donc envisager du transport dans des camions est des fois délicat. Donc après, on passe par bateau, mais les quais, des fois, ne sont pas adaptés. Trop haut, trop bas, c'est périlleux de transférer sur le bateau. Donc, au risque de mettre en danger les agents communaux. Donc, c'est compliqué, c'est toute une aventure. Et même après, certaines îles, les îles basses, les atolls, n'ont pas de passe. Donc, le bateau doit arriver au large et doit parfois rester au large, ou sinon doit bitcher sur le récif pour transférer les déchets. C'est tout de suite compliqué et dangereux. Donc, tous ces problèmes logistiques rendent compliquée la gestion des déchets et l'idée d'export, de traitement. Donc, on essaye de simplifier, d'éviter de mettre en danger aussi les agents et la population. Donc aussi, la difficulté liée que nous rencontrons dans les îles, c'est le problème du foncier, que vous avez aussi, je sais très bien, à Wallis et Futuna, mais aussi en Calédonie. Le foncier et la terre, c'est quelque chose de très important au niveau culturel. Il y a un attachement très très fort à la terre. C'est la terre des ancêtres. C'est difficile d'envisager d'y mettre des déchets. Mais on a aussi un problème, c'est que déjà, il faut trouver les terres même déjà disponibles en termes d'espace géographique, mais aussi qui répondent à nos critères techniques pour y faire un CET, un centre d'enfouissement technique. C'est difficile de trouver le terrain idéal pour faire un projet, avec la surface et qui répondent à une distance par rapport aux habitations, à une orientation par rapport au vent, par rapport aux ressources en eau. C'est difficile de trouver un foncier. On a aussi un problème réglementaire de taille, l'aviation civile. Parce que l'aviation civile demande, au niveau des recommandations internationales, d'éviter de mettre un centre de gestion de déchets dans un rayon soit de 5 km, soit de 13 km. Suivant les courriers qu'on a reçus, c'est différent. Donc vous imaginez, à l'échelle de la Polynésie, on n'a que 2 îles qui peuvent répondre à cette recommandation. Donc comment faire? Donc effectivement, il y a le risque aviaire qui est là par rapport aux avions, mais... Donc on négocie, on essaye d'être au moins près, au moins pire par rapport aux pistes, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile de trouver le site. On est dans des considérations déjà de base logistiques. Après, l'autre difficulté, c'est l'absence de domaine public. Les communes n'ont pas de domaine public, ou très très peu. Le pays en a très peu dans les îles. Donc on relève donc de la négociation avec des propriétaires privés, qui pour la plupart du temps sont en indivision. Donc les discussions sont difficiles et vu l'attachement aux terres, les élus ont vraiment du mal de penser en termes de DUP, déclaration d'utilité publique, pour faire l'expropriation. Donc on a vraiment une difficulté pour trouver des terres pour pouvoir faire un projet, que ce soit de tri, de déchetterie ou de stockage, enfouissement.
tout projet est déjà contraint par le problème du foncier. Et après, sans parler de la logistique qui suit, ce dont je vous parlais. Donc dans les îles, on est vraiment sur des micro-projets, des choses beaucoup plus rustiques, et on va à l'essentiel. Donc l'autre souci, c'est le financement dans les communes. Le financement tant du point de vue de l'investissement que du fonctionnement. Au niveau investissement, les communes en Polynésie n'ont pas de ressources financières, à part la dotation qu'elles ont en début d'année. Donc elles dépendent des subventions, tant de l'État que du pays. Elles ne peuvent pas investir comme ça. Sinon, elles peuvent avoir recours à l'emprunt, mais il n'y a pas encore cette culture de l'emprunt au sein des communes de Polynésie. Donc, en investissement, c'est quand même difficile. Après, dans le terme de financement pour le fonctionnement, ça devient encore un petit peu plus compliqué. Parce qu'en fonctionnement, maintenant, nous avons un texte qui s'appelle le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, qui est adapté à la Polynésie, votre code des communes pour vous en Nouvelle-Calédonie, qui exige maintenant la création de services publics industriels et commerciaux, c'est-à-dire une structure administrative, et qui doit avoir un budget annexe propre, et qui doit, suivant la taille de la commune, tendre à l'équilibre ou être équilibré en termes de dépenses et de recettes. Donc, dans des communes où déjà on n'a pas encore l'habitude, on a déjà peu de moyens, on n'a pas de ressources financières, c'est difficile puisque, en plus, on n'a pas de fiscalité communale en Polynésie. La fiscalité relève de la compétence du pays. Donc, les communes ne peuvent pas instaurer de taxes. Ça, il faut que le pays l'instaure. Par contre, elles peuvent faire des redevances. Mais comment faire une redevance sur un service à des populations qui n'ont peu ou pas de capacité à payer? Comment jauger ça? Les populations dans les îles vivent du copra, mais vivent quasiment en autarcie chez nous. Donc le financier, c'est difficile d'envisager, donc des recettes. Donc les communes doivent faire un miracle pour subventionner leur fonctionnement. C'est difficile, parce que le fonctionnement ne peut pas être subventionné, ni par l'État, ni par le pays, ce n'est pas possible. L'autre problématique dans cet aspect fonctionnement, c'est qu'il n'y a pas de politique d'amortissement, ou très peu, ça commence à venir. On n'avait pas cette vision du fait des subventions, il n'y avait pas de provision pour pouvoir acheter plus tard. Il y a une culture actuellement dans les communes de « je perds mon équipement, je leur demande une subvention, je vais avoir un nouvel équipement ». Donc on n'anticipe pas la perte de l'équipement. L'amortissement, l'épargne, ça n'est pas encore intégré. On commence à y venir, mais partiellement. On subventionne, on n'épargne que la petite partie quand on a monté un projet, qu'on a payé sur fonds propres. On n'épargne pas, on n'économise pas la globalité du montant de l'investissement. Donc à la fin de vie de l'investissement, on n'est pas bien en fait. On n'a aucune ressource. Donc ça commence à venir, mais c'est difficile pour les communes. Donc voilà, c'est une grande difficulté pour les communes de financer tant leurs investissements pour la gestion des déchets, mais les faire vivre et de façon pérenne, tant pour faire répondre aux réglementations administratives générales pour les communes, mais même locales, c'est très difficile. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, je suis allée un petit peu vite sur le problème qu'on a dans les archipels, c'est qu'on a une réglementation qui est très très technique. Et donc, on doit faire des centres d'enfouissement technique, mais à un niveau d'équipement qui demande énormément d'investissement. Et donc, qui ne peuvent pas être subventionnés pour l'ensemble des communes de Polynésie et qui ne peuvent pas être défendus. Chaque commune ne peut pas le faire tout seul. Et j'ai oublié de vous rappeler, tout à l'heure, je suis aussi allée assez vite, il y a des communes qui sont sur des territoires dispersés. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui ont un atol à un endroit, une île à l'autre, donc on multiplie les structures, les infrastructures, pour 50 habitants là, 100 là, et là, et là. Et qu'on ne peut pas relier par un même centre d'enfouissement technique, où on ne peut pas toujours fusionner. Donc elles doivent multiplier, d'autant plus les investissements en équipement d'élimination, de stockage, de collecte, on multiplie les investissements, tant dans un même atoll qu'une même île, ou même à l'extérieur. C'est très compliqué. Donc, c'est difficile dans les îles de faire des projets élaborés de collecte, de tri des déchets. Toutefois, les communes commencent à être dans la démarche de gestion des déchets, de par les demandes politiques, publiques et de la population, des élus. Donc voilà. Bon, pour l'instant, les difficultés pour reprendre sont que
les communes sont aussi les seuls interlocuteurs dans les îles. Il n'y a pas de prestataire, on ne peut pas dire « oh, ben, allez voir telle société ». La commune, elle fait tout dans son île. Elle fait tout, de la plomberie, il n'y a pas vraiment d'artisans, d'entreprises professionnelles. Donc la commune, elle fait plein de choses qui sont au-delà de ses compétences statutaires. Donc elle a plein de dépenses aussi dans plein de domaines. C'est difficile de répondre à tout ce qu'on lui demande au niveau, nous, administratif. Donc après, elles doivent travailler malgré tout sur les déchets. Elles travaillent sur des petits gisements, mais on doit multiplier, ce que je vous disais, les infrastructures. Donc ce n'est pas évident de trouver une rentabilité. L'intercommunalité est difficile, puisque je vous parlais de communes qui sont disjointes, mais aussi le territoire est disjoint. Comment faire l'intercommunalité dans les archipels? On a quelques communautés de communes, on en a une aux Marquises, mais en vrai, il n'y a aucune continuité physique terrestre. Donc c'est difficile d'envisager une intercommunalité. Donc on ne peut pas toujours optimiser des moyens par une mutualisation, un regroupement de communes. La difficulté, puis ce n'est pas encore quelque chose qui est ancré, donc ça commence à venir au niveau plutôt des îles de Tahiti et de Raiatea, avec Thomas, on en parlera. Il n'y a pas toujours aussi des compétences au sein des communes. Il y a des compétences techniques, mais pour certains process, on ne peut pas demander à un ingénieur ou un technicien spécialisé pour une commune de 100 habitants sur un petit process. Il y a bien d'autres choses à gérer, donc c'est difficile d'avoir le niveau de technicité, la ressource face à une situation donnée. Malgré tout, on continue les efforts, on fait des expérimentations, on essaye, alors la réglementation est contraignante, mais on essaye par le biais d'opérations communales de faire des essais, des expérimentations. On titille les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre dans leur conception pour essayer de trouver des solutions, peut-être à reproduire ailleurs, plus ou moins positives. On a quand même fait quelque chose. À Wapo, par exemple, aux Marquises, on a fait un sondage d'enfouissement technique classique et on a fait un procédé pilote de gestion des lixiviats par évaporation. Alors c'est quelque chose qui existe, mais là, on le fait par voie naturelle. C'est-à-dire c'est juste une serre, ce n'est pas une évaporation forcée. Et donc pour l'instant, vous voyez la serre, mais vous voyez qu'il n'y a plus rien dans les bassins. On est vraiment surprise, on est très très content. Il n'y a pratiquement plus de lixiviats, on n'a vraiment pas grand-chose à gérer. Donc pour l'instant, en termes d'exploitation pour la commune, puisque c'est la commune qui est exploitante, c'est assez simple, parce que finalement, on n'a pas toutes ces techniques, un petit peu de station d'épuration. Pour l'instant, elle gère ses bâchers, mais même des fois, on n'a plus d'eau. C'est assez intéressant en termes de résultats, mais l'investissement était quand même important. Donc pour l'instant, l'évaporation sous serre est assez intéressante. On a d'autres pistes qui sont en négociation depuis des années, mais ça vient. Tatakoto, au Tuamotu, une toute petite commune de 200-300 habitants, où là on part sur un petit peu l'idée d'une décharge contrôlée, où on a fait comme l'étude de la diffusion de la pollution dans la lentille d'eau, qui est la ressource. Et là l'idée ce serait de faire une décharge dans laquelle on contrôle les intrants, où vraiment on a fait un tri poussé en amont. Et donc on arrive avec des déchets qui rentrent dans cette décharge quasi inerte. Donc là, on n'aurait plus à gérer les lixiviats qui sont le problème le plus important dans ces structures-là. Et cette démarche, en fait, cette recherche, est à l'origine de textes sur les CET simplifiés, un texte qui commençait à sortir, les premiers textes sont sortis, une nouvelle loi de pays sortie l'année dernière, et les arrêtés d'application vont sortir cette année. Donc on va avoir bientôt des textes pour les îles éloignées, pour simplifier les prescriptions techniques. Pour l'instant, à titre expérimental. Et donc la démarche de Tatakoto est à l'origine de cette démarche du pays. Wauka, aux Marquises, on est sur une population de 500-700 habitants, où là on est sur une autre tentative. Pour éviter les lixiviats, on va éviter de faire rentrer l'eau, puisque les lixiviats, on a très peu de déchets organiques dans les déchets des communes, puisque tout est donné aux chiens, aux animaux, aux chèvres, aux cochons, ça dépend dans quel archipel on se trouve. Et donc, les lixiviats, nous, c'est surtout l'eau de la pluie qui percole dans le massif de déchets. Donc là où on a un problème, et avec l'aviation civile, et un problème peut-être trop important d'eau, on a commencé à travailler sur ce qui rentre. Donc on va travailler sur une couverture. Donc on a proposé au pays de couvrir les casiers. Plutôt que d'étanchéifier et de travailler sur la station d'épuration et le traitement, on évite de créer le lixivia. Donc on est un peu dans cette discussion avec le pays, à voir est-ce que malgré tout, à titre de sécurité, on va étanchéifier, juste
couvrir le casier. Parce qu'en fait, le problème pour nous, c'est d'étanchéifier, de mettre une station d'épuration, d'avoir un exploitant, des choses qui sont impensables, déjà de faire venir les entreprises qui installent, tout est compliqué. Donc, essayer d'anticiper une situation critique. C'est en discussion aussi, c'est une piste de réflexion technique sur les centres d'enfouissement technique chez nous. Donc, pour résumer, parce qu'il y a quand même un résumé, donc les freins que nous rencontrons en Polynésie, de façon générale, les contraintes géographiques, physiques, que vous connaissez aussi, l'isolement géographique, peu de foncier disponible, les financements, des investissements du fonctionnement qui sont difficiles à avoir. Dans les archipels, hors Tahiti-Montréal, les freins qu'on a, plus précisément, c'est que la commune est seule pour faire beaucoup de choses, c'est le seul interlocuteur pour beaucoup de prestations. On a des petits gisements aussi, donc comment optimiser une structure. On doit multiplier les équipements. Et on a une réglementation qui n'est pas adaptée, qui est très, très élaborée techniquement, mais qui ne répond pas aux contraintes de nos petites communes. Donc les leviers, tout de même, c'est qu'on est sur une simplification des préconisations. Je vous annoncer la sortie prochaine des arrêtés pour les CET simplifiés. Bon, pour l'instant, à titre expérimental, ce ne sera que sur 2 sites en Polynésie, mais c'est 10 ans de discussion avec les autorités, de réflexion pour essayer de simplifier, d'être pragmatique. Donc c'est comme une révolution chez nous. Aussi, on a maintenant la démarche d'économie circulaire avec les financements, un travail avec l'ADEME, justement, essayer de voir aussi des circuits locaux de valorisation. Et on va avoir cette année le schéma territorial de gestion et de prévention des déchets, puisqu'actuellement, nous n'avons pas de politique sectorielle ou de vision stratégique en Polynésie sur les déchets. On a quelques textes, mais on n'a pas de contraintes sur le tri claires, nettes et précises. Donc là, on aura un cadre, un référentiel vers lequel on pourra tendre et décliner après dans les communes, dans les plans de gestion des déchets des communes. Donc là, on est quand même sur une voie d'amélioration et les communes qui commencent à faire par elles-mêmes déjà du tri, à exporter. On fait avec les moyens du bord, on progresse. Donc je vais laisser la parole à Thomas Moutam qui vous parle d'une commune qui est dans une situation plus intermédiaire, plus importante. Bonjour tout le monde. Pour compléter un peu l'intervention de mes 2 collègues, je parle donc, ils ont parlé des îles du vent, donc Tahiti-Montréal, je vais parler des îles sous le vent. C'est comme ça un peu donc, la répartition de nos archipels en Polynésie française qui représentent Raiatea, Taha, Huahine, Maupiti et Bora Bora. Donc, aux îles sous le vent, nous représentons 7 communes différentes. Et donc, je vais vous parler de la commune de Tapu-Tapu-Atea, sur l'île de Raiatea, qui représente 3 communes. La commune de Uturoa, c'est la capitale des îles sous le vent. La deuxième capitale de la Polynésie française, Tumara, et notre commune de Tapu-Tapu-Atea, où on a classé il y a 2 ans de cela le site du marais de Tapu-Tapu-Atea dans l'UNESCO. Ma commune représente 4875 habitants. Et comme vous le savez, le problème des communes, le problème majeur, c'est les déchets. Je pense dans toutes les communes, aussi bien qu'en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, en Wallis-et-Futuna, en tant que représentant des communes, tout ça, le problème majeur, ce sont nos déchets. Comment traiter, comment valoriser nos déchets. À la suite de nos interventions, de nos collègues, nous, les îles Sullivan, nous avons essayé de regrouper les 6 communes. Nous avons créé la communauté de communes depuis 2011. En 2011, donc, la commune de Tapu-Tapu-Atea et Tumara. Et 2 ans plus tard, les 4 autres communes, donc Huahine, Uturoa, Maupiti et Taha, sans Bora Bora. Pourquoi? Parce que Bora Bora a déjà son traitement des déchets. Donc, Bora Bora est bien équipé. Ils ont un centre d'enfouissement technique. Les eaux usées sont déjà au point, donc c'est pour ça qu'on appelle Bora Bora la perle du Pacifique. Donc c'est l'île qui fait la promotion du tourisme en Polynésie française, donc Bora Bora est bien équipé.
Par contre, nous, les autres communes, nous essayons de regrouper parce qu'on n'a pas les moyens, comme disait notre collègue de l'État. Donc, c'est un peu compliqué pour nous, les communes. Qu'est-ce que nous avons créé? Nous avons créé la communauté de communes pour regrouper les 6 communes, justement pour créer un centre d'enfouissement technique, pour valoriser nos déchets, pour faire les tri, tout ce qui est recyclable. Et dans notre commune, depuis, en attendant la création de ce CET pour les îles sous le vent, nous avons essayé de minimiser nos déchets. Depuis 2006, donc à l'époque, tous nos déchets verts, nos déchets ménagers, tout est regroupé et déposé dans un dépotoir, comme venait d'expliquer ma collègue. Et ce n'est qu'en 2006 qu'on a pensé comment diminuer nos déchets. Alors, nous avons regroupé la population de séparer nos déchets verts. Tous les déchets verts, donc tout est déposé en bord de route. Nous avons nos éboueurs qui viennent avec le camion tracté d'un broyeur et tous les déchets verts sont broyés et emmenés à la pépinière. Nous avons un hangar de compostage et c'est là que nous traitons nos déchets. Ce n'est pas évident au départ parce que c'est l'habitude de notre population. Il fallait passer de maison en maison, expliquer pour quelles raisons. Et il faut tirer nos déchets, tout ce qui est déchets verts, et de ne pas mélanger avec des parpaings, des cailloux, de tout autre déchet, parce que ce n'est pas un concasseur non broyeur, c'est plutôt un broyeur à déchets verts. Et donc, ce n'est pas évident au départ. Par contre, aujourd'hui, je peux vous dire, 10 ans plus tard, nos déchets verts sont triés à 100%. Les déchets verts qui sont déposés en bord de route, qui ne sont pas triés, eux, ces déchets ne sont pas ramassés. Donc aujourd'hui, nos déchets verts sont bien traités et broyés et déposés au compostage. Et ce compost que nous allons préparer, donc jeudi, je vais rentrer dans les détails, comment nous préparons nos déchets verts et quelle est la finalité de ces déchets verts. L'objectif pour nous, aux îles sous le vent, c'est de regrouper, minimiser nos moyens afin de créer un seul CET pour nous, les îles sous le vent. Voilà en gros ce que je vais vous parler pour nos traitements de nos déchets à Taputa-Boite. Merci. Merci beaucoup. Alors nous allons maintenant passer au territoire de Wallis et Futuna avec Tuimata Utu André Vaitutai, donc de la Commission environnement de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna et également chef coutumier, Ateliana Mogateaou, adjointe au service environnement de Wallis, Didier Labrousse du service environnement de Futuna et Eva Pelletier, représentante de l'association Maria Poli de Wallis et Futuna. C'est à vous. Oui, bonjour à tout le monde. Je vais être bref. Et avant de passer la parole à mes collègues ici présents qui m'ont accompagné, je tiens à remercier l'organisation de ce colloque par l'AFB, l'ADEME plutôt, excusez-moi, l'ADEME Nouvelle-Calédonie et Tahiti, Polynésie française. Tout simplement pour vous dire que Wallis et Futuna traversent actuellement une période assez cruciale, c'est-à-dire dans le domaine de la protection de son environnement. Et l'Assemblée territoriale, que je représente ici, mène une politique conjointement avec tous les acteurs différents, justement, pour protéger et pouponner notre environnement, qui est très très fragile, puisque Wallis et Futuna est le plus petit territoire dans le Pacifique français, par la Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Et donc il est très important de protéger ces petites îles du Pacifique, qui restent encore un petit paradis, et méconnu, très méconnu. Donc, pour dire l'accompagnement de l'Assemblée à Wallis et Futuna pour justement renforcer toutes les différentes politiques et aussi, surtout, les différentes conventions passées avec, par exemple, l'AFB, toujours dans le développement de cette protection de la biodiversité. À travers toutes ces actions, il y a aussi, que j'insiste, parce que je suis aussi coutumier, chef de village de Matautu, qui est la capitale de Wallis et Futuna. Donc, il est important de savoir que la participation de la coutume, des chefferies coutumières de Wallis et Futuna, est très important. L'impact qu'il représente dans l'application et dans le suivi de cette politique de protection de l'environnement est très important. Parce que sans les coutumiers, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la Polynésie française,
les problèmes fonciers, c'est aussi à Wallis aussi. Donc, à travers l'action des coutumiers, l'action menée est plus en plus, est facilitée pour mener à bien les différentes missions concernant la protection de l'environnement. Une des actions qui, pour prouver l'attachement de Wallis et Futuna justement à la protection de cette politique environnementale, c'est la valorisation, l'agrandissement du CUT. Donc, ça représente un budget assez important dans le contrat de convergence de Wallis et Futuna, où, suite aux assises des Outre-mer, la protection de l'environnement a été mise en premier par le territoire. Donc, il y a un gros financement qui a été destiné justement pour l'agrandissement de ce CET, que je laisserai mes collègues expliquer les différentes politiques qui ont été menées et les processus actuellement menés. Donc, à travers Protège, ProE et aussi bientôt la Conservation internationale qui était là la semaine dernière, on a des conventions qui prouvent justement l'avancement et la volonté donnée par le territoire pour la protection de notre environnement. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, Didier Labrousse, chef d'antenne du service d'environnement basé à Futuna. Donc, je vais essayer de vous présenter, nous, ce que l'on fait, et puis de voir sous forme d'image ce qui est fait en matière de déchets donc, sur notre territoire. Nous sommes 2 îles distantes de 250 km à peu près, donc avec à peu près la même chose sur chaque territoire, mais quelques divergences que je vais vous expliquer en voyant les diapos. Donc Wallis et Futuna, voilà, deux petites îles dans le milieu du Pacifique. On est à peu près au nord-est de la Calédonie, derrière Fidji à peu près. Donc Wallis, une île basse avec des îlots tout autour et un lagon, et 8300 habitants au dernier recensement. Futuna, une île haute, qui monte jusqu'à 520 mètres d'altitude, pas de lagon, c'est un récif frangeant, on est plongé dans le milieu du Pacifique directement, et nous sommes 3200 habitants. La politique de gestion des déchets sur ces 2 îles dépend essentiellement du service de l'environnement en collaboration avec les circonscriptions. Alors les circonscriptions, c'est le regroupement sur chaque île de l'ensemble des villages. Alors, nous n'avons pas de commune, pas de maire, donc des circonscriptions qui permettent de regrouper l'ensemble des villages dans lesquels il y a des chefs coutumiers, comme Tui Mataoutou le disait tout à l'heure, lui pour son village de Mataoutou. Alors sur chaque île, nous avons des centres d'enfouissement technique qui datent pour les premiers d'une vingtaine d'années. Donc celui-ci est à Futuna, celui-ci date à peu près de 14-15 ans. Nous l'avons mis en place dans l'objectif de fermer une décharge sauvage qui donnait en contrebas en bord de mer directement, où tout était déposé. Et donc en 2006, on a créé ce centre d'enfouissement technique sur les hauteurs, à peu près à 150 mètres d'altitude. Et là, l'ensemble des déchets arrivent sur ce centre et l'ensemble des déchets sont triés. Donc c'est un terrain qui a été mis à disposition par une circonscription, par une chefferie, la chefferie de Signavé, et on dispose à peu près de 4 hectares mis à disposition pour une durée déterminée, qui là, en l'occurrence, c'est une trentaine d'années, et ensuite, on verra ce qu'il en adviendra. Sur Wallis, même chose, donc un centre d'enfouissement là qui date d'une vingtaine d'années, qui existait préalablement, mais qui a été repris ensuite par le service de l'environnement. Donc tout est aussi déposé. On a différents sites sur chaque centre d'enfouissement où il y a des plateformes différentes pour entreposer l'ensemble des déchets. Et on essaie de trier au fur et à mesure lorsqu'ils arrivent sur les centres. C'est-à-dire que l'ensemble des D3E, par exemple, sont triés, toutes les VHU sont triées, les tôles, les ferrailles sont triées, mis à part. Et on collecte également tout ce qui est produit dangereux, huile usagée, piles, batteries, et tout est trié. Et depuis maintenant 2 ans, on trie et on essaie de palettiser, de mettre en conteneur les huiles, par exemple, et de palettiser les batteries directement dès qu'elles arrivent. Ça nous permet de connaître le flux et d'avoir des quantités régulièrement pour avoir la base de données de ce que l'on récolte. Alors, les ordures ménagères. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a fermé une décharge qui s'appelait la décharge Nanou, qui était sur une falaise. Donc, on l'a fermée depuis 2016, un petit peu grâce à la continuité des programmes et notamment grâce au programme Intègre et au financement du territoire et également de l'État
hein, puisque là, ça a été beaucoup de financements conjoints pour pouvoir fermer cette décharge. Et on a donc amélioré les collectes des ordures ménagères. Ici, vous voyez un petit camion flambant neuf, donc ça c'est à Futuna, arrivé depuis décembre 2018. Avant, nous récoltions les déchets avec un tracteur et une remorque, un tracteur agricole et une remorque tout simplement. Et nous passions faire du porte-à-porte pour ramasser l'ensemble des déchets. Donc aujourd'hui, on s'est un petit peu modernisé. Donc à Futuna, c'est nous, service de l'environnement, qui collectons également, à la différence de Wallis, où à Wallis, c'est la circonscription qui collecte et qui vient déposer au centre d'enfouissement. Et donc je dirais qu'à Futuna, ça nous permet de gérer un petit peu mieux la filière déchets, puisqu'on prend le déchet à partir dans les villages, chez la population. C'est nous qui le collectons, qui le transportons, qui le déposons au centre et qui le trions directement au centre. On essaie aussi d'améliorer les collectes en faisant des collectes d'ordures ménagères, des collectes d'encombrants, des collectes de huile, batterie, ainsi de suite, ce qui facilite ensuite l'arrivée au centre pour tout le tri. Donc voilà le traitement, donc la petite photo de gauche, Wallis, à peu près 800 m3 d'ordures ménagères par mois. À Wallis, on pratique encore l'incinération. Wallis est un petit peu sous-équipé par rapport à Futuna à l'heure actuelle. Le casier d'enfouissement pour les ordures ménagères est un ancien casier qui est pas du tout aux normes et donc il manque énormément de place. Manque de place, donc la solution choisie pour gagner de la place, eh bien, c'est l'incinération. Il y a un projet, depuis quelques années dans les tuyaux pour refaire un nouveau casier d'enfouissement aux normes sur Wallis. À Futuna, la petite photo de droite, nous on ramasse 200 m3 d'ordures ménagères par mois avec un casier d'enfouissement de 8500 m3. On manque de moyens, mais on essaye de gérer au mieux, où les déchets là sont étalés, compactés, puis on remet de temps en temps une petite couche de terre latérite, pour faciliter ensuite le dépôt et une nouvelle couche de déchets. Voilà les encombrants, donc voilà aussi ce que l'on fait, donc des amas d'encombrants, hein. On est un petit peu embêté par cette société de consommation. Et dès qu'un appareil tombe en panne, eh bien, il est jeté aussitôt. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a aussi personne localement pour réparer. Alors voilà, tout part dans les centres d'enfouissement et on devient un petit peu encombré sur nos centres d'enfouissement. Et on recherche des solutions aujourd'hui justement pour essayer d'évacuer tout ça quelque part. On ne sait pas où, mais on essaye de trouver des solutions. Toujours les encombrants, hein, donc les VHU, les tôles. Alors beaucoup de choses, petite photo en bas à droite, la photo des tôles par exemple. C'est toutes les tôles récupérées en 2010 après le cyclone Thomas. Donc là, on a été envahi de déchets après le cyclone. Les pneus également qui sont stockés et récupérés. Donc les pneus, on essaye de les valoriser soit pour des aménagements dans les CET, notamment à Futuna pour tenir les accotements. Et puis là, on est en train d'étudier la possibilité d'acquérir des broyeurs pour broyer ces pneus, pour utiliser les pneus, le broyat de pneus comme drain, comme drainage éventuellement. Donc toujours les encombrants et déchets métalliques. Donc là, avec l'ADEME, avec le concours de l'ADEME et le FED, on essaie toujours de trouver des financements pour acquérir de nouveaux matériels, pour traiter, valoriser. On le verra tout à l'heure, on compacte dans les deux centres. Donc on le verra dans un autre cas, on compacte tout ce qui est contenant de boissons que l'on récupère. Et ma collègue Athéna vous en parlera plus dans le détail. Donc voilà les pneus, voilà ce que l'on fait. Donc la photo de droite à Futuna, on fait des aménagements pour tenir les accotements que l'on végétalise. On veut essayer de mettre en place une petite technique que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui se fait en Australie. C'est avec les pneus, faire des pistes avec les pneus en les ouvrant et en les comblant de sable et de gravier pour maintenir des pistes qui ne sont pas trop fréquentées, ou notamment uniquement à l'intérieur du centre d'enfouissement. Alors on veut absolument traiter ces pneus assez rapidement parce que c'est aussi des nids à gîtes larvaires dans le cadre, pour les moustiques, dans le cadre de la dengue. Et notre territoire est touché par la dengue assez régulièrement, surtout Wallis. Donc voilà pourquoi on veut aussi éliminer ce stock de pneus.
Les déchets dangereux, donc là je vais passer la parole à Téliana qui va vous en parler un peu plus dans le détail et puis on pourra répondre à vos questions ensuite. Merci Didier. Bonjour à tous. Donc, je vais enchaîner vu le temps imparti. Donc, sur les déchets dangereux, donc, comme Rose tout à l'heure vous l'a rappelé, on a exporté un stock historique avec le programme Intègre de 200 000 litres d'huile usagée et un peu plus de 200 000 tonnes de batteries usagées. Donc, avec la société Socadis. Donc, ça a été une expérience en fait qui pour le territoire a été bénéfique, cofinancée aussi par le territoire et justement cette année le stock est renouvelé et donc on envisage le territoire va encore financer des opérations d'exportation. Donc, tout ce comme on vous l'a rappelé, c'est le service de l'environnement qui assure en fait toute la collecte, sauf pour Wallis, la collecte des ordures ménagères, c'est la circonscription. Mais ils arrivent aussi que ce soit toujours le service de l'environnement qui travaille avec eux parce que voilà, les communes ou les circonscriptions n'ont pas forcément les moyens. Donc actuellement, on gère tout ce qui est déchets de médicaments, les DASRI. Ils sont rapatriés on a une convention avec l'hôpital et le centre de dialyse. Donc ils rapatrient les déchets au centre d'enfouissement et nous, on procède à l'incinération. On a un incinérateur qui arrive qu'on doit renouveler aussi. Donc, ça fait partie aussi du projet de modernisation du CET. On récolte aussi tout ce qui est piles et batteries. Donc, soit c'est nous qui passons, on organise des communications pour que les usagers en fait déposent devant chez eux et le camion du service de l'environnement passe régulièrement ou une fois par mois pour ramasser que ce soit les piles ou les batteries. On a aussi des conventions avec les entreprises qui produisent ces déchets. Donc, on n'a pas encore des prescriptions, mais c'est envisagé dans notre code de l'environnement. Il faut que ça soit mis à jour pour qu'il y ait plus de contrôle aussi au niveau de ces entreprises pour essayer de capter tous ces déchets dangereux dont on n'a pas forcément une bonne visibilité sur la gestion. Donc pour le traitement, notamment pendant le programme Intègre, nos agents du CET ont été formés sur le conditionnement de ces déchets dangereux, tout ce qui est hygiène et sécurité par rapport au traitement, à la manipulation de ces déchets. Et ces équipements sont amenés à être renforcés, notamment sur le programme de Protège. Il y a aussi également un cofinancement du territoire. L'ADEME cofinance déjà l'étude de modernisation du CET. Dans le retour a été déposé la semaine dernière, donc je n'ai pas eu le temps de présenter ce retour de l'étude. Et nos perspectives déjà, c'est de démarcher aussi auprès de nos élus et de nos chefs coutumiers sur le soutien, leur soutien sur ce projet de modernisation. En ce qui concerne les déchets organiques, comme pour les îles de Tahiti et Pars, on a plutôt des déchets secs, en fait, parce que
chez les particuliers, les déchets organiques, c'est donné aux cochons. Enfin, donc, forcément, les déchets verts sont limités à tout ce qui est espace vert et le stockage est fait au centre d'enfouissement avec 140 mètres cubes par mois, déchets verts, qui n'est pas forcément valorisé par faute de manque de moyens aussi au CET, avec le nombre d'agents, on a l'équipement, mais on intervient déjà à l'extérieur avec les agriculteurs qui ont été de plus en plus sensibilisés avec Intègre sur la valorisation des déchets verts. On a également la problématique des fosses septiques qui est collectée par la circonscription et centralisée au CET. Donc, le traitement se fait sur lit de séchage et pour les déchets verts, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est valorisé directement chez les agriculteurs pour leur compost. Il y a également... Oui, c'est ça, celle-là. Il y a également une autre option qui a été aussi démarchée lors d'Intègre, celle de la litière sèche. Donc, du coup, le mélange, en fait, le paillage, enfin plutôt le paillage dans les parcs, justement, pour éviter aussi la pollution par les effluents porcines. Donc, c'est valorisé localement. Donc directement chez les usagers. Au CET, en fait, on n'a pas beaucoup de moyens pour le faire et donc c'est aussi un des projets aussi de pouvoir valoriser ce gisement qui n'est pas valorisé du coup. Donc, en 2017, juillet 2017 précisément, le territoire a mis en place un dispositif d'écotaxe sur les contenants de boissons. En fait, c'est une taxe qui est prélevée à l'importation et qui est reversée sous forme de consigne à chaque fois qu'un usager nous rapporte des contenants. Et c'est appliqué sur les bouteilles plastiques, les bouteilles en verre et les canettes. Donc, vous avez là le bilan d'une part sur Wallis et d'autre part sur Futuna. Donc, à notre échelle, c'est très positif pour nous d'avoir pour nous, la population joue le jeu. Du coup, c'est une expérience très positive à notre échelle. À l'instar, par rapport aux filières REP, je veux dire, tout à l'heure on parlait de faire financer les usagers le service de collecte. Je pense que ça ne sera pas très positif si on le met en place chez nous, en fait. Je pense que ce dispositif-là est amené à soutenir dans nos îles parce que on a équipé le CET avec Intègre de petits d'équipements qui au jour d'aujourd'hui ne sont plus adaptés au gisement qu'on reçoit par rapport à la mise en place de l'écotaxe. Donc, on a intégré cette demande-là dans le projet de modernisation, d'équiper davantage en fait le CET par rapport à l'augmentation en fait des contenants maintenant qui sont rapportés de plus en plus par les usagers. Ce qu'on relève aussi sur Futuna, c'est qu'il y a une production beaucoup plus importante des plastiques. Et ça, c'est lié en fait
au problème à Futuna où l'eau de distribution n'est pas potable. Donc en fait, consciemment, la population va plutôt consommer des bouteilles, acheter des bouteilles au magasin, alors que du coup, en fait, on pourrait limiter cette production de bouteilles plastiques en améliorant l'AEP, l'adduction en eau potable. Donc voici quelques images du traitement qu'on fait. Donc c'est du compactage, donc des canettes, que ce soit à Wallis et à Futuna. On a également le verre qui est broyé. Et le verre, donc on peut le valoriser localement, comme ici, dans les secteurs du BTP. Et puis donc je reviens à l'augmentation de la production des déchets que depuis ces dernières années a augmenté pas mal. Donc comme pour Nouvelle-Calédonie et comme pour toutes les îles, je pense, elle est due aussi à le changement des modes de consommation. Malgré justement notre population elle diminue, mais notre production de déchets, elle augmente. Un des facteurs, c'est l'occidentalisation des modes de consommation, mais je pense qu'il y a aussi une part de la sensibilisation qui a été beaucoup plus importante ces 3 dernières années, y compris aussi par le soutien d'Intègre, mais aussi avec le soutien de nos partenaires, donc les associations. Et pour cette partie-là, je vais laisser Eva Pelletier, qui représente l'association Maria Poli et qui est très active aussi dans le domaine des déchets. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Eva Pelletier et je rappelle ce qu'elle vient de dire, très active sur le terrain dans le domaine du ramassage des déchets pour la réduction donc, de cette pollution dans notre petite île Wallis pour l'instant. Donc, action de nettoyage. Mais je reviendrai sur le deuxième point, sur la multiplication des actions de sensibilisation en milieu scolaire et associatif. Le programme Intègre est terminé, mais cela ne veut pas dire que les actions de sensibilisation en milieu scolaire l'est aussi. Au contraire, l'année dernière, il y a eu des actions de sensibilisation en milieu scolaire et associatif qui se sont déroulées dans les écoles de l'école primaire, notamment une école du Sud, Mala FOU, et une école du Centre, l'école de Likou, où j'exerce actuellement. Donc cette sensibilisation, elle se poursuit, puisque ceux qui étaient là ou ceux qui ont pu participer au colloque d'Intègre en 2017, l'association Maria Poli a démarré, j'ai pu donner les informations, l'association Maria Poli a démarré en 2015 suite à l'appel du pape. Donc ce qui anime cette association, c'est un fondement religieux suite à l'appel du pape, donc François, en 2015. Depuis donc cette année, notre action continue sur le terrain et des nettoyages des îlots, des rivages, avec une masse de déchets que vous voyez, 3,5 tonnes en 2018, et dont 70% sont des déchets plastiques. Ces actions ont permis de mettre en place une structure et un certain nombre d'objectifs, notamment administratifs, coutumiers et culturels, ce qui demande donc à mon association, ainsi que les membres qui la composent, de mettre en place une certaine programmation de communication au travers de rencontres auprès des chefs coutumiers, auprès des religieux, de manière à ce que la sensibilisation soit annoncée dans les médias également, et pour pouvoir sensibiliser et appeler un certain nombre d'acteurs pour pouvoir venir réaliser chaque action. En effet, 2017, c'est donc la première action de la CERD qui s'est déroulée dans l'îlot du Nord, où
pour la première fois, Monsieur le Préfet a bien tenu à ouvrir cette action-là européenne, ainsi que tous les chefs coutumiers, les premiers ministres, que vous voyez donc sur ces images. C'est tout de même une journée symbolique, une journée culturelle très forte, une journée européenne très importante, puisque cet appel a été fait et toutes nos autorités ont bien voulu donner le premier exemple ce jour-là, en cette journée de Serres de 2017. Tout le monde, toutes les autorités ont participé à ce premier ramassage à l'îlot du Nord et on a réalisé le tri devant eux. En 2018, cette action de la Serre s'est réalisée à nouveau. Cette action-là a pu monopoliser 150 personnes. Ces 150 personnes sont composées d'une part, par la fédération, et je signale ici la présence de Madame la Présidente, Madame Talima Telite, qui, de son côté, aussi qui est partenaire dans ce domaine, a mobilisé les associations qui sont avec elle, le service de l'environnement qui encadre toujours et à chaque fois chaque opération, ainsi que toute la jeunesse de l'île. Donc, en quelques mots, chers auditeurs, la sensibilisation sur la réduction des déchets à Wallis et Futuna, elle est en place et elle continuera. Merci.